Le Mali séduit Alport Conakry. Le concessionnaire pourrait investir dans plusieurs domaines très prochainement dans notre pays. En tout cas, ça en a tout l'air. Le groupe est à Bamako depuis ce mardi avec une forte délégation. Il multiplie dans ce sens les rencontres avec le secteur privé et la compagnie malienne de développement du textile, CMDT. Baisse du prix du gaz butane sur le marché, des efforts consentis par le gouvernement pour soulager les ménages. 7 milliards de francs CFA d'arriérés viennent d'être payés par l'État sur la subvention du gaz. D'autres explications avec Boubacar Babli-Touré dans cette édition. Nous abordons dans la chronique judiciaire de ce soir la lenteur de la justice malienne. Le constat est fait par beaucoup de justiciables qui pensent effectivement que la justice malienne est lente dans ses procédures. Pourquoi? Réponse nous sera donnée par Adama Djimbi. Un invité dans ce journal, il s'agit du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Nous allons nous entretenir sur la situation de Moura qui fait couler beaucoup d'encre. L'armée en toute transparence, c'est tout de suite dans ce journal. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous également. Monsieur Diarra, vous êtes le chef d'état-major général des armées. En ce titre, nous allons parler de la situation de Moura. Mais avant, permettez-moi de lire ce communiqué qui émane justement de la direction de l'information de la relation publique des armées. Communiqué numéro 027 de l'état-major général des armées. L'EMGA constate que suite à son communiqué numéro 26 du 1er avril 2022 relatif à l'opération menée dans le secteur de Moura, les femmes font l'objet d'allégations infondées d'exactions sur les populations civiles. Les porteurs de ces informations infondées n'ont d'autre objectif que de ternir l'image des femmes résolument engagées dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la protection des populations. L'EMGA rassure que les femmes restent des forces professionnelles et l'ont une fois de plus démontré pendant cette opération, à l'instar de celle de la libération des 3 otages chinois en novembre 2021 et bien d'autres. L'EMGA magnifie le professionnalisme des femmes dans le processus de conduite de cette opération à Moura, notamment dans la phase de collecte de renseignements, l'action majeure aéroportée et aéroterrestre, la gestion des imprévus et l'exfiltration des forces. La précision des renseignements collectés par des moyens techniques et électroniques à Moura a été le fondement de la réussite de l'opération. L'action aéroportée et aéroterrestre ayant mobilisé des drones de surveillance, 5 hélicoptères dont 3 de transport MI-171 et 2 de combat MI-35, 4 groupes d'action de forces spéciales a été initialement permis de cerner la zone de regroupement des terroristes. Ainsi, ces derniers ont opposé une farouche résistance à l'approche à l'issue de violents combats qui ont permis de contrôler le secteur sud de la localité suite à une désorganisation des terroristes qui étaient en débandade. Pris en étau, les terroristes tentant de fuir la localité sur les plaines ont été interceptés et neutralisés par le MI-35 en couverture. Le contrôle total de la localité a permis de faire le tri, rechercher, identifier des terroristes déguisés et dissimulés parmi les populations civiles. La fouille a abouti à la récupération d'importants matériels militaires et à la destruction des magasins et d'un dépôt de munitions fortement gardé et vraisemblablement piégés. À l'issue de l'opération vivement saluée par les populations opprimées aux tâches des terroristes, les suspects interpellés et les groupes d'action ont été exfiltrés hors de la zone par air. Les suspects terroristes ont été mis à la disposition de la prévôté. Ils répondront de leurs actions devant la justice. L'EMGA tient à féliciter les femmes pour leur bravoure et engagement pour la défense du territoire national, la protection
des personnes et leurs biens et la lutte contre le terrorisme. Les MGA s'inclinent devant la mémoire de nos vaillants soldats morts au cours des combats et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Par la même occasion, les MGA rappellent que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite de ces opérations, d'où les énormes efforts de sensibilisation et de formation, de même que l'ouverture systématique d'enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre l'action des femmes. Par ailleurs, les MGA invitent au respect de la mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, de même que toutes les victimes du terrorisme, et rappellent également à la retenue contre les spéculations diffamatoires qui ne servent pas notre armée résolument engagée pour la paix et la quiétude. Signé le directeur de l'information. Monsieur Diarra, je reviens à vous. Voilà, je viens de lire le communiqué qui nous explique la situation de Moura. Alors, Monsieur Diarra, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bonsoir, madame. Donc, je suis ici ce soir au nom de la haute hiérarchie militaire pour clarifier la situation concernant l'intervention militaire des FAMA dans la localité de Moura la semaine dernière. Donc, c'est à la faveur des renseignements très précis et validés que les FAMA ont été amenés à intervenir dans la localité de Moura, où se tenait une grande réunion très importante des leaders de la Katiba de Massina, et avec la finalité de planifier des attaques contre les installations, les FAMA, ainsi que de continuer à mettre la pression sur les populations civiles. C'est dans ce cadre que nous sommes intervenus à Moura. Et donc, à peine que nos forces sont arrivées sur les lieux, parce que c'est une opération aéroportée, dès que les forces sont arrivées, elles ont été prises à partie par les terroristes qui étaient en réunion. Et s'en est suivi de combats très violents, au cours desquels nous déplorons aussi des morts et des blessés. Dans nos rangs. Ok. Alors, qui répondez-vous à tous ceux qui accusent les FAMA d'exaction sur les populations, M. Diarra? Donc, moi, je voudrais préciser que les FAMA sont intervenus à Moura, oui, pas pour aller tuer des civils, oui, dont nous avons la charge de protéger. Nous sommes intervenus à Moura dans le cadre de notre mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national, la protection des personnes et des biens. Donc, je voudrais dire que l'armée malienne est une armée multi-ethnique et ne saurait se permettre de tels agissements, de telles allégations, porter vraiment la responsabilité de toutes ces allégations qui sont portées contre elle aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui permet à ces gens-là de dire qu'il y a eu exaction? Les gens interprètent. Nous sommes partis sur la base de renseignements très précis. Oui. Des renseignements recoupés, précis. Et c'est suite à ces informations que nous sommes intervenus. Et le professionnalisme des FAMA a été remarquable. Oui. Depuis la phase de la planification de la conduite de l'opération, la collecte du renseignement, la phase de l'action majeure, là où on a fait les opérations, nous avons engagé des hélicoptères, les gens ont débarqué, et tout ce qui était imprévu, et le tri des personnes suspectes, jusqu'à avoir l'effectif des gens suspects qui ont été exfiltrés. Oui. Donc, moi, je pense que ça montre le professionnalisme des FAMA dans la conduite de nos opérations. Tout à fait. Le peuple malien est résolument derrière son armée. Aujourd'hui, M. Diarra, que dites-vous à cette population et à l'ensemble des partenaires du Mali pour les rassurer? Que dites-vous? Moi, je voudrais préciser sur cette antenne que les forces armées maliennes restent des forces professionnelles. Nous l'avons démontré dans le passé, comme je l'ai dit, ça a été rappelé dans le communiqué, oui, la libération des Chinois. Donc, nous allons continuer la conduite de nos opérations dans le respect strict du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Moi, je voudrais rassurer les populations maliennes. Les FAMA n'opèrent pas contre les populations civiles. Nous sommes conscients que la réussite de nos opérations dépend du soutien de ces populations. Et tant que les populations sont sécurisées, tant que les populations sont protégées, nous savons que nous sommes en train de mener à bien nos missions. Et les foyers à Moura ce soir, comment ils se portent?
Nous, Moura représente aujourd'hui une zone de haute surveillance aujourd'hui. Voilà, nous continuons à surveiller la zone dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens. Merci, M. Diarra, pour ces réponses. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que c'était là le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui était notre invité, qui répondait donc à nos questions par rapport à la situation de Moura. Merci encore une fois. Double audience à la primature. Le Premier ministre vient de recevoir une délégation d'opérateurs économiques turcs de la société Al-Bayrak et le pôle d'avocats qui assure la défense des intérêts du Mali devant la Cour de justice de l'UEMOA face aux sanctions imposées par l'organisation sur notre pays. Les premiers parlent de possibles investissements dans l'économie malienne et les seconds ont été encouragés et félicités par le chef du gouvernement pour le travail abattu pour la patrie. On écoute successivement le président du pôle Moustapha Cissé et le porte-parole de la société Al-Bayrak au micro de Abdoulaye Sako. Les échanges ont porté sur une marque de confiance renouvelée de l'État du Mali à travers le chef du gouvernement, le Premier ministre, mais à l'endroit du pôle d'avocats qui a été constitué, dont le professionnalisme et l'efficacité a été salué et reconnu par M. le Premier ministre. Nous avons été félicités et cela nous va droit au cœur pour la simple raison que nous sommes des Maliens, nous sommes fils de ce pays et nous avons à cœur aussi de prouver que le Mali vit sur tous les chantiers, sur tous les aspects. Les aspects juridiques et judiciaires sont éminemment de la compétence des avocats et nous avons aujourd'hui apporté la preuve que l'avocat du Mali n'a plus rien à démontrer que de participer davantage à l'œuvre de construction nationale et à la distribution du droit, tant au niveau national qu'au niveau de l'espace communautaire qui nous régit. Vous m'excuserez de ne pas rentrer dans les profondeurs du dossier, nous sommes encore devant une juridiction. Vous savez qu'il y a un principe qui dit que lorsque les juridictions sont saisies, la presse doit pouvoir attendre que le droit soit dit et que ce n'est seulement qu'après cela que nous puissions donner des autres déclinaisons pour que les éléments de compréhension puissent être distillés davantage. À peu près 1 an, nous faisons des allers-retours en fait, pour Bamako, pour s'entretenir justement avec les autorités et le patronat, la chambre de commerce, les chargeurs et toutes les institutions qui ont tous l'intérêt justement de pouvoir utiliser le port de Conakry pour diminuer la distance de transport des marchandises et diminuer les coûts, bien sûr, d'importation des biens au Mali. Donc, nous avons fait une première rencontre avec les membres du gouvernement, car le président de la société est venu la première fois pour rendre visite à Bamako. Et nous avons eu la chance donc, de rencontrer M. le Premier ministre et d'échanger justement sur les questions des futures possibilités que la société pourra pouvoir exploiter au Mali. Voilà, vous l'avez entendu, le Mali séduit Alport Conakry. Le concessionnaire pourrait investir dans plusieurs domaines très prochainement dans notre pays. En tout cas, ça en a tout l'air. Le groupe est à Bamako depuis ce mardi avec une forte délégation. Il multiplie dans ce sens les rencontres avec le secteur privé et la compagnie malienne de développement du textile CMDT. Alport Conakry est géré par le groupe turc Al-Bayrak, chose qui dénote la bonne santé des relations turco-maliennes. Le reportage de Salima Tandao et Abdoulaye Diarra. Le Conseil national du patronat du Mali compte 39 groupements. Ils étaient presque tous représentés à cette rencontre d'échange avec la délégation turque du groupe Al-Bayrak. Al-Bayrak est l'une des sociétés qui a ouvert la voie au Mali vers le port de Conakry suite à l'embargo de la CEDEAO contre le pays. Aujourd'hui, l'entreprise est venue exposer ses domaines de compétences. Nous allons établir des partenariats avec nos confrères maliens et nous allons faire en sorte de contribuer au développement de l'économie et à la prospérité des citoyens. Nous contribuons à la prospérité de la ville de Conakry et nous pensons faire de même à Bamako. Teknik konularla size bugüne kadar yaptığımız çalışmalar hakkında Biz Al-Bayrak grup olarak dünyanın birçok ülkesinde Le groupe Al-Bayrak est en train est actif dans plusieurs secteurs dans plusieurs pays du monde. Les 12 dernières années, nous avons développé nos activités sur le continent africain. Nous avons des projets qui sont en cours en Somalie, en Libye,
en Côte d'Ivoire et en Guinée. Nous essayons de mettre en place un système gagnant-gagnant pour toutes les deux parties avec lesquelles nous coopérons. Le secteur privé malien pense pouvoir construire un partenariat fécond avec l'entreprise turque. Nous avons parlé comment faire pour rendre la marchandise moins chère au Mali, du point de vue transport et du point de vue, parce qu'au niveau aussi des ports, il y a des frais à payer là-bas. Faire comment nous pouvons payer moins dans ces frais. Déjà, dans les discussions, nous nous sommes bien compris. Ils veulent aussi venir voir au Mali ici les potentialités de notre pays. On leur a expliqué dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, des infrastructures, des mines. Nous avons vraiment d'énormes avantages. On les invite à venir faire un partenariat avec les privés maliens pour voir dans quelle mesure on peut faire des projets structurants et dans le cadre de gagnant-gagnant. Très bientôt, les camions chargés de coton prendront le chemin du port de Conakry, d'où la matière première sera acheminée vers plusieurs pays. La rencontre avec le président directeur général de la CMDT a permis de discuter des derniers réglages. Nous avons effectivement discuté de la possibilité d'ouvrir très rapidement ces corridors et pouvoir commencer l'envoi de coton malien sur Conakry. Bien sûr qu'il y a quelques aspects techniques qu'il faut régler au préalable. Il y a la mise en condition des magasins pour qu'ils puissent être capables de recevoir le coton. Et il y a également un problème d'agrément pour le transit. Donc il y a quelques préalables avant que nous puissions évacuer le coton. Et je crois que selon leurs propres déclarations, dans une semaine ou deux, nous devrons être capables d'envoyer les premiers camions. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes pressés parce qu'on a un stock important. Al-Bayrak compte se lancer dans la transformation du coton malien sur place, une nouvelle qui ravit la CMDT. Nous avons échangé avec les Turcs aussi sur la nécessité de créer des unités de filature au Mali. Et ils veulent même aller au-delà, ils disent non seulement ils peuvent faire les fils, mais ils peuvent aussi faire les tissus. Dans leur pays, je crois, ils habillent, ils donnent les confections de tenues militaires, la sécurité et d'autres dans beaucoup d'autres domaines. Et nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail. Nous avons déjà un projet, un vieux projet de filature. Ils nous demandent de leur soumettre ça. Ils vont étudier, faire les études de faisabilité, la rentabilité financière, et puis ils vont nous revenir. La partie turque dit avoir eu suffisamment d'informations sur les potentialités d'investissement au Mali et qu'elle mènera des réflexions sur leur faisabilité. Le gouvernement, plus que jamais, au chevet des populations, et ce sont les ménages qui poussent aujourd'hui un grand ouf de soulagement face à la baisse depuis quelques jours du prix du gaz butane sur le marché. Une situation qui s'explique par le paiement de 7 milliards de francs CFA d'arriérés par l'État sur la subvention du gaz. On en sait plus avec Boubacar Babletouri. Beaucoup utilisé par bon nombre de Maliens, le prix du gaz butane, il y a de cela quelques mois, a connu une hausse considérable sur le marché. Cédée habituellement à moins de 3 000 francs, la bouteille de 6 kg est vendue à 4 000, voire 7 000 chez les revendeurs. Une situation imputable à certains facteurs. L'État a quand même pu faire un effort pour payer une partie de nos factures qui s'élevait à pratiquement 14 milliards. Ils ont pu faire un paiement d'à peu près 7 milliards sur nos factures, ce qui nous a permis de payer une partie de nos dettes au niveau des institutions financières et payer une partie de nos fournisseurs et essayer d'acheter un peu de gaz pour le ramadan. Donc de ce fait, le fait que nous commençons à faire venir le gaz de façon un peu plus régulière, cela fait que la tension baisse dans le marché. Le paiement de l'État, c'est un peu nos factures de 2020 à 2021, janvier-février, peut-être une partie de mars. Donc ce paiement de l'État, c'est vraiment histoire de débloquer un peu la situation et nous ont rassuré que dès l'ouverture des frontières, qu'ils vont prendre des dispositions pour essayer de solder le reste des factures. Cet effort consenti par les autorités de la transition dans le seul but de soulager les populations, surtout en période de Ramadan, a favorisé la baisse du prix du gaz et l'approvisionnement des points de vente. Les gaziers et l'État se sont mis d'accord et ça nous fait plaisir. Très honnêtement, il y a eu une grande baisse. Le gaz subventionné maintenant à 2 990, moins de 3 000, à mon avis c'est une très bonne chose. Et vivement que cela continue. Nous,
les revendeurs, nous prenons avec les grossistes, ils nous donnent à peu près à 2500. Donc je pense que si ça va, c'est une bonne chose. Au dire des acteurs du domaine, tant que l'État continuera à jouer sa partition, l'approvisionnement correct du pays en gaz ne fera pas défaut. Deuxième édition du dialogue national sur le projet prévention contre l'extrémisme violent au Mali. Objectif, mieux outiller les femmes leaders des zones de Kona et San pour la consolidation de la paix au Mali. L'initiative est de l'ONG Femmes et Développement et ses partenaires. Mamtou Danti. Les femmes venues de Kona, d'Essan et du district de Bamako sont réunies à la faveur d'un dialogue national pour lutter contre l'extrémisme violent. Deuxième Dijar, ce dialogue de 4 jours devrait être une occasion pour les femmes leaders de dégager les voies et moyens de renforcer la dynamique de lutte contre l'extrémisme violent au Mali. Il s'agira d'améliorer la compréhension et l'expertise de la dynamique de l'extrémisme violent au niveau local, national et régional, d'accroître la collaboration entre les femmes et les acteurs communautaires concernés afin d'améliorer les conditions de résilience des communautés face à la menace de l'extrémisme violent, et enfin de sensibiliser les responsables politiques locaux et nationaux sur les questions de genre et l'extrémisme violent. Ces discussions seront un cadre idéal pour les femmes leaders d'être mieux outillées afin de contribuer à la consolidation de la paix. On ne peut pas instaurer de paix tant qu'il y a des conflits, tant qu'il y a des exactions sur les femmes et qu'on qualifie ça de l'extrême violence. Donc le SIP, dans son programme, a souhaité vraiment venir appuyer le gouvernement du Mali à travers les ONG locales qui est FEDE, et pour permettre d'abdiquer définitivement l'extrémisme violent au Mali. Nous sommes en train de les appuyer financièrement. Alors nous sommes convaincus avec ce programme de l'Institut américain pour la paix qu'il faut renforcer le rôle des femmes dans ces dialogues. J'ai déjà vu en termes concrets le rôle, par exemple le rôle des femmes de CSP. Le leader rend ce qu'il peut. Il peut ouvrir les nouvelles conversations qui ne sont pas toujours les mêmes conversations des hommes. Ces 4 jours d'échange devront permettre aux femmes leaders de renforcer leurs capacités pour être les vraies actrices de la lutte contre l'extrémisme violent au Mali. Les membres des différentes composantes de l'interprofession Sésame ont tenu une assemblée générale à Ségou. Lors du jour de la session concerne la vie de l'interprofession et son plan d'action 2022. Candécila. Cette assemblée générale statutaire de l'interprofession Sésame vise à mettre les différents acteurs de la filière au même niveau d'information sur la vie de l'interprofession. Il s'agit notamment des producteurs de sésame, les acheteurs, les transformateurs, les partenaires et les structures évoluant dans le domaine agricole. Notre vision, c'est qu'il faut actualiser la stratégie sectorielle de développement de la filière sésame. Nous souhaiterions élaborer un document de programme multi-annuel assorti des projets qui va nous orienter dans le cadre du développement de l'organisation de la filière sésame du Mali. Le plan d'action 2022 de l'interprofession a été largement discuté au cours de ces assises. Parmi les activités majeures, on note la restructuration de la famille professionnelle des transformatrices de l'interprofession et l'élaboration de la stratégie nationale de promotion et de développement de la filière sésame. Il faut réellement transformer les produits agricoles pour qu'on puisse avoir de la valeur ajoutée. Et c'est la valeur ajoutée que nous développons. Il va falloir appuyer réellement la transformation qui donne la valeur ajoutée et qui crée l'emploi sur la filière. Que chaque acteur joue pleinement son rôle. Il y va de l'intérêt de l'interprofession. Aussi, les responsables de l'interprofession seront comptés sur l'État et les partenaires pour soutenir les initiatives afin que la filière sésame occupe toute sa place dans le développement agricole.
À Mopti, restitution des études sur la cartographie, l'Observatoire des conflits et ressources naturelles, organisé par Near East Foundation, NEF Mali, avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. L'atelier va permettre aux participants de valider les documents livrables, d'examiner la qualité technique et l'exactitude des données issues des documents produits. Aminata Touré, correspondance. Les représentants des collectivités, de l'administration, des services techniques, les acteurs du monde rural venus des régions de Douanzan, Bandiagara et Mopti. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la restitution des études sur la cartographie et l'Observatoire des conflits et des ressources naturelles. L'étude a concerné 30 communes de la région de Mopti, mais aussi de la région de Bandiagara et de la région de Douanzan. Donc il s'agira vraiment de faire en sorte que nous travaillons sur un mécanisme, n'est-ce pas, d'observation, de suivi des ressources et des conflits dans ces communes. Les participants mettront 2 jours à profit pour échanger sur la cartographie des ressources naturelles et des conflits, les modalités opérationnelles d'un observatoire des conflits, des études réalisées par le bureau d'études EcoDev Conseil. Nous attendons des acteurs vraiment qu'ils puissent réfléchir profondément sur ces données-là, pour permettre d'avoir des données vraiment fiables, de qualité, et en plus de ça, nous attendons leur implication effective par rapport justement à l'opérationnalisation de ces outils-là sur le terrain. Compte tenu des enjeux de développement et de coordination des interventions en matière de gestion durable des ressources naturelles et de prévention de gestion des conflits y afférents pour la région, nous assurons ici la nef de notre accompagnement pour l'initiative. Cet atelier de restitution s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience des populations aux crises climatiques et sociales, PASARC 2 et CCC. Nous arrivons à la chronique judiciaire de ce mardi avec l'épineuse question: pourquoi la justice malienne est-elle lente? Le constat est fait par beaucoup de justiciables qui pensent effectivement que la justice malienne est lente dans ses procédures. Pour réponse, les professionnels du droit lient cette lenteur à plusieurs facteurs. Ils disent par exemple que certains dossiers relatifs aux crimes nécessitent des enquêtes poussées qui prennent trop de temps. Toutefois, cette situation semble préjudiciable aux citoyens, nous dit Adama Djimbe. Au niveau des tribunaux et particulièrement à la cour d'assises, certaines procédures sont très lentes. Elles sont aussi complexes que sensibles. Ces procédures constituent l'ensemble des formalités requises pour la validité d'un acte ou du déroulement d'une action en justice. L'une des raisons de cette lenteur demeure l'insuffisance des juges qui sont peu nombreux à traiter les dossiers qui leur sont soumis. À cela s'ajoutent d'autres facteurs. Le temps de la justice n'est comparable à rien d'autre. Il s'agit de la recherche de la vérité. Les procédures criminelles sont les plus compliquées. Les personnes poursuivies pour des crimes courent de lourdes peines. Donc pour cela, il est important qu'on prenne tout le temps qu'il faut pour rassembler suffisamment d'éléments pour éviter des erreurs, pour éviter, n'est-ce pas, de condamner un innocent ou d'acquitter un criminel. Donc c'est pourquoi la loi elle-même a organisé la chose de telle sorte que franchement ça s'étale un peu dans le temps. S'agissant des dossiers impliquant des criminels, cela nécessite des enquêtes et des investigations afin de déterminer la juridiction appropriée. D'abord, il y a une instruction qui se fait au niveau du tribunal de grande instance par un juge d'instruction. Lorsque on retient effectivement des éléments qui peuvent constituer un crime, et donc la procédure remonte à la cour d'appel pour être encore examinée par la chambre d'accusation, donc qui est une juridiction d'instruction au niveau de la cour d'appel. Donc la chambre d'accusation reprend, vérifie, et donc si elle estime aussi que les éléments n'est-ce pas, révélés par l'enquête jusque-là correspondent effectivement à une qualification criminelle, et donc l'affaire est programmée pour être jugée par la cour d'assises. La lenteur des procédures judiciaires est une situation préjudiciable aux intéressés qui, dans certains cas, pourraient être acquittés. Il n'est pas normal
qu'on garde prison pendant plus de 3 ans pour des faits criminels sans être jugé, sans connaître son sort. Donc, à titre exceptionnel, ce genre de situation arrive. Lorsque, après tout ce temps de détention avant d'être jugé, le jugement venait à vous déclarer non coupable, je pense que la personne qui a été détenue pendant tout ce temps peut éventuellement saisir, si elle veut, si elle le désire, l'État pour avoir réparation. C'est tout à fait possible. Dans la plupart des cas, beaucoup s'abstiennent à traduire l'État en procès. Voilà pour ce qui était de la chronique judiciaire de ce soir. À retrouver 3 nouvelles parutions dans les librairies. La première intitulée « La voie du progrès » signée par Saturnin Dioma, géologue. Le livre aborde l'éducation familiale dans la société malienne. La deuxième parution, le vestibule familial, traite du code du mariage traditionnel dans le milieu mandingue. Son auteur est Lanseni Bala Keita, ingénieur en génie civil. Et enfin, magazine sportif Afrique émergente. Ce numéro spécial est un voyage dans le nid des aigles du Mali, de la génération de Salif Keita à celle de Amari Traoré, directeur de publication Djaroukou Sango. Pour lire, il faut être en bonne santé. Ne baissons pas la garde face à la pandémie pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Ce jour 5 avril, on enregistre 6 cas positifs, 3 guéris, 0 décès, 51 personnes sont sous traitement. Et nous avons ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République informe l'opinion nationale et internationale du décès de M. Django Sissoko, ancien Premier ministre de la République du Mali, ancien médiateur de la République des suites d'une maladie le lundi 4 avril 2022 à Bamako. En cette douloureuse circonstance, au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le gouvernement de la République du Mali et l'ensemble du peuple malien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille Sissoko, aux anciens collaborateurs et aux proches du défunt. Le gouvernement de la République du Mali rend un vibrant hommage au défunt qui était un grand commis de l'État, un administrateur civil chevronné, un homme de culture et auteur de plusieurs ouvrages. En outre, titulaire d'un doctorat d'État en droit, la riche carrière administrative de M. Django Sissoko dans la fonction publique de l'État est illustrée par l'exercice d'autres hautes fonctions. Le gouvernement et l'ensemble du peuple malien prie pour le repos de l'âme de Lulus disparu, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Et toujours en rapport avec le décès de M. Django Sissoko, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, et le MPR, le mouvement patriotique pour le renouveau, rendent hommage à Lulus disparu, un grand commis de l'État pour les services rendus à la nation. Le MPR et l'ADEMA s'inclinent devant sa mémoire et prient pour le repos éternel de son âme. Oui, que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de cette édition. Grand merci à tous nos téléspectateurs à travers le monde, particulièrement ceux de Moura. C'est au Mali. Bonsoir, à demain.